No le temas, no le temas, no le temas a la noche. No le temas, no le temas. Bonjour Aurélie Planex. Bonjour Denis. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je salue le public de Flamme qui est à Boulogne au pied de l'agence W. Alors, j'ai au moins deux bonnes raisons de me réjouir de votre et de ta venue, parce qu'en fait on se tutoie dans la vie. Voilà. Alors la première raison, c'est que tu es la première journaliste. Tu es directrice des rédactions de Bismart, cette belle chaîne spécialisée dans l'économie qui a été créée par notre ami commun, Stéphane Soumier, qui est une magnifique réussite. Tu nous en parleras bien entendu. Et puis il y a une deuxième raison, beaucoup plus personnelle, c'est que nous avons en commun l'amour de la radio, et que nous avons commencé notre parcours, pas tout à fait en même temps, parce que tu es beaucoup plus jeune que moi. Nous sommes passés tous les deux par la première radio régionale de France, Alouette. Oui, c'est vrai. Voilà, donc Alouette. Mais toi, tu es une vraie Vendéenne. Moi, je n'étais pas un vrai Vendéen. Et je crois, tu es né à Saint-Laurent, c'est bien ça? Oui, moi je suis de Saint-Laurent-sur-Sèvre, effectivement. Donc voilà. C'est un tout petit patelin en Vendée. Et effectivement, une des premières expériences, pas tout à fait la première, mais une des premières expériences professionnelles que j'ai eues, c'était à Alouette, qui est aujourd'hui la première radio régionale de France. Donc c'est quand même pas rien. Voilà. Et moi, j'ai commencé mon parcours avec une voiture. J'avais une 205 Peugeot avec sur la portière Alouette FM, ça s'appelait comme ça à l'époque, et je sillonnais la région. Donc voilà. Mais tu étais toute petite à l'époque. Voilà. Donc sois la bienvenue. Tu connais le principe de Flamme. Nous avons 4 questions. Et sans plus attendre, si tu le veux bien, je te pose la première question. La question, c'est de qui as-tu reçu la première flamme? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a été transmis et peut-être dont tu es redevable et que tu aimerais partager avec nous? C'est très très difficile de répondre à cette question parce qu'en fait c'est toute une agglomération de choses. D'abord je pense qu'il y a le contexte dont je viens de parler. Moi je suis née effectivement en Vendée, c'est un terroir où il y a très peu de chômage, où on place vraiment la valeur travail au centre de tout. On peut le dire, les herbiers, la ville de France qui a le moins de chômage en France. Oui, c'est ça. Incroyable. Donc ça marque forcément, parce que très tôt on t'inculque cette valeur travail. Et moi, ma famille m'a beaucoup inculqué ça. Et on m'a toujours dit, voilà, il faut que tu travailles. Ma mère travaillait beaucoup, elle gagnait plus que mon père, c'était pas un problème. Donc toute l'éducation financière, l'éducation entrepreneuriale, je l'ai eue par mes parents, pas mal. Déjà, qui m'ont tout de suite poussée à travailler en parallèle de mes études. C'est pour ça qu'en fait, quand j'étais en première année de fac, j'ai commencé à travailler dans un journal régional qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelle Vendée Matin à l'époque. Tu as commencé donc dans la presse écrite. Oui, et à 18 ans, tu sais, on est pétri de certitude, donc vraiment, j'allais faire carrière en presse écrite. Tu vois. Oui, c'était que ça. C'était que ça. C'était écrit, c'est le cas de dire. Et puis, quand même, je me suis dit, donc j'ai sillonné, moi aussi, au volant de ma 106, figure-toi, la Vendée, en long, en large, en travers, pour couvrir plein de micros. Mais ça reste une Peugeot, remarque. Voilà, finalement, ça nous fait un point commun de plus, tu vois. C'est bien, c'est bien. Donc, et après, je me suis dit, bon, quand même, il ne faut pas se fermer les portes non plus. Donc, j'ai toqué à la porte d'Alouette. Et c'est là où on m'a mis finalement assez rapidement derrière un micro. Et ça, cette première flamme-là, cette première passion-là de la radio, je la dois en fait à mon rédacteur en chef de l'époque qui s'appelle Denis Lebars et qui en fait un jour, alors que j'étais en stage, m'a dit écoute, va t'entraîner à faire un flash, voilà. Et à 16h, m'a mis devant le micro en direct sans que j'ai été préparée à quoi que ce soit. Et c'est comme ça que j'ai appris à rédiger un flash, à faire mes premières armes en fait. Et ensuite à travailler les week-ends, les vacances, et puis à la fin de ma licence, on m'a proposé un emploi. Et c'est pour ça que je n'ai pas continué et fait d'école de journalisme, parce qu'en fait, j'ai choisi, mais comme je pense que ça s'explique aussi par cette culture vendéenne de vraiment mettre le travail au centre de tout, d'être aussi beaucoup dans des associations, beaucoup impliquée. J'ai tout de suite choisi le travail, et je suis restée, je crois, 6 ou 7 ans là-bas. Et ensuite, BFM Business, qui était BFM Radio à l'époque, où là, je rencontre Emmanuel Dutheil, mon premier rédacteur en chef quand j'arrive à BFM Radio, qui, lui, me donne le goût de l'économie, alors que ce n'était pas du tout ma tasse de thé à l'origine. Puis également Fabrice Lundy, qui m'apprend énormément la rigueur, l'exigence. Ami de W, que nous avons aussi en commun. Que nous avons aussi en commun. J'ai aussi un moment comme directeur de la rédaction François Langlais, qui me transmet le goût de la pédagogie. Et puis évidemment Stéphane Soumier, qui est la rencontre la plus marquante de ma carrière, qui lui me transmet l'enthousiasme, la passion, l'envie d'aller vraiment écouter les gens. Beaucoup plus que finalement
le résultat de la boîte, entre guillemets, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment ce que les gens ont à dire, ce que les entreprises véhiculent comme message, pourquoi elles le véhiculent. Et au fond, qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai envie de savoir quand j'interviewe quelqu'un. Et je pense que ça m'a appris à appréhender les interviews d'une autre manière et d'être beaucoup plus dans l'empathie, dans l'écoute vraiment des gens et dans la discussion, dans le dialogue, plutôt que dans l'enchaînement de questions, parfois sans vraiment lien entre elles. Et je crois que c'est toutes ces petites flammes agglomérées qui font qu'ensuite, quand ils créent Bismart avec Valérie Bruschini et Pierre Friedenreich, qui sont aussi 2 autres rencontres incroyables, j'arrive au poste de directrice de la rédaction de Bismart. Bravo pour ce magnifique parcours. Peut-être un mot sur l'écoute, parce que je pense que celles et ceux qui nous écoutent seront intéressés de t'entendre là-dessus. C'est le cas de le dire. Est-ce qu'on apprend à écouter ? Est-ce qu'on apprend à écouter ? Je pense qu'il y a quand même une grande partie du caractère, évidemment. Après, moi, je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses et presque tout apprendre, finalement. Donc, c'est encore une question de motivation et une question de travail. Mais oui, je pense qu'on peut... Après, il y a des prédispositions qui font que c'est plus facile pour certains que pour d'autres. Je pense qu'il y a certains caractères, et je pense que ça fait partie des choses qui me caractérisent, qui font que les gens viennent se confier plus facilement à vous, qui font que vous arrivez à créer une certaine complicité assez instinctivement, même avec des gens que vous ne connaissez pas, sur un plateau télé. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas apprendre, mais je pense qu'il y a d'autres façons d'écouter qui ne sont pas forcément la mienne, mais qui peuvent, elles, pour le coup, s'apprendre. Alors, si on se résume sur ce premier chapitre, un terroir formidable, la Vendée, le Mont des Alouettes, voilà, les moulins, voilà. Peut-être un creuset familial formidable, et puis des rencontres, une succession de rencontres qui t'ont amené donc à avoir ces responsabilités importantes chez Bismart. Peut-être on peut passer, si tu veux bien, au deuxième chapitre, qui est que, compte tenu de tout ce que tu as reçu finalement, finalement, à toi peut-être d'avoir une flamme d'éclairer telle ou telle cause, telle ou telle personne, dont tu penses qu'elle mérite d'avoir un éclairage particulier et de briller particulièrement et de prendre tout le monde à témoin de cet éclairage-là. Il y en a plein, là aussi c'est difficile de faire un choix. Quand on a créé Bismart, on a voulu vraiment créer une télé qui soit un peu différente de celle qu'on avait déjà connue, qui soit plus proche de ce qu'on peut voir dans la rue, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand je regarde la télé, je ne vois pas forcément les mêmes visages que ceux que je vois chez moi quand je sors dans la rue le matin. J'habite en banlieue en plus, donc vous imaginez bien que... Comment ça se fait ça ? Comment ça se fait qu'il y ait un tel décalage ? Souvent c'est critiqué, on sort d'une période électorale où ceci a été aussi dit. Comment expliques-tu que les personnes qu'on voit à la télévision ne sont pas celles que tu vois effectivement en bas de chez toi ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que cette population d'origines diverses a mis plus de temps à accéder à des postes d'experts ou de pseudo, on va dire, élite en tout cas, à qui on donne la parole régulièrement sur les plateaux télé, déjà. Donc il a fallu le temps qu'eux gravissent les échelons pour pouvoir ensuite accéder à cette visibilité-là. Et ensuite, il y a une part de facilité de la part des journalistes d'inviter toujours les mêmes personnes. Chez Bismart, on reçoit 30 à 40 personnes par jour. Il est évident que... 30, combien ? 30 à 40 personnes par jour. Ah oui, c'est considérable. Donc, ça fait près de 200 personnes par semaine ? Oui, c'est ça. Donc c'est un vrai travail, parce que je ne veux pas inviter n'importe qui dirait n'importe quoi non plus. Donc c'est un vrai travail de recherche de la part de mes équipes. Et c'est une grosse pression de ma part, un choix de leur dire « je veux plus de femmes, je veux plus de gens issus des diversités ». Et ça, parfois on a l'impression aussi qu'on fait bien le travail, et en fait non. C'est-à-dire que mes équipes, quand je leur dis non mais vous n'avez pas assez reçu de femmes le mois dernier, me disent mais si. Et en fait elles en ont reçu peut-être 2, 3, et elles me disent mais comment être sûre qu'on fait bien notre travail ? Donc j'ai mis en place un tableau basique, avec des couleurs, bleu, rose. C'est bête et méchant. Mais au moins, visuellement, ils me disent « Ah oui, non mais là, t'as raison, on a beaucoup plus de bleu cette semaine, ça va pas. » On voit le déséquilibre à l'œil nu. Exactement. Et en fait, c'est en marquant les esprits comme ça qu'on arrive à faire évoluer, que j'ai réussi à changer aussi les méthodes de travail de mes équipes, d'aller leur faire chercher des profils différents, leur mettre la pression. Un tel, je l'ai déjà vu 3 fois en 3 mois, donc le mois prochain, vous changez. C'est ce genre de pratique, mais c'est une vigilance de tous les instants. C'est aussi aller chercher ces profils-là
Et franchement, parfois, ils n'ont pas très envie de parler parce qu'ils ont aussi eu parfois des mauvaises expériences, il faut le dire, avec des journalistes, donc ce n'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'on soutient l'annuaire Diversity Days qui a été créé par Anthony Babkin sur les talents de la diversité dans la tech pour essayer justement de mettre en valeur des profils qu'on ne voit pas. Et pour pousser le truc jusqu'au bout, je ne m'interdis absolument rien. Et j'ai vraiment la chance d'avoir une direction qui me suit là-dessus. Et quand on décide chez Bismart de mettre à l'antenne et de confier une émission à Virginie Delalande, qui est la première femme avocate en France qui est sourde de naissance et qui a appris à parler, enfin cette femme est incroyable, elle a appris à parler avec 8 ans d'orthophonie, elle n'a jamais entendu le son de sa propre voix et aujourd'hui elle interviewe des gens sur mon plateau. Pour moi c'est une des plus grandes fiertés, c'est-à-dire que là, ça y est, on commence à se dire qu'on a toutes les réussites possibles qui sont visibles. Et pour moi, c'est la base, c'est ce qu'on devrait faire tous. Alors, je donne de leçons à personne, parce qu'il y a plein de médias qui font plein d'autres choses formidables. Donc, heureusement, l'écosystème des médias bouge. Mais nous, on est une jeune chaîne. Si on ne le fait pas, nous, qui le fera, quoi. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on se mette en ordre de bataille, je pense, parce qu'il y a une désaffection, tu le sais, des Français pour les médias, notamment les jeunes. Il y a une défiance aussi. Donc si on ne leur donne pas des médias qui leur ressemblent, mais on va les faire décrocher totalement. Et c'est dangereux, je pense. Et donc, si je résume sur la flamme que tu veux faire briller, c'est cette diversité que tu soulignes, c'est le fait d'avoir des médias qui nous ressemblent, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, c'est exactement ça. Je pense que là, on va aussi sortir un programme bientôt pour mettre en valeur toutes les initiatives des entreprises en faveur des femmes, qui va s'appeler Smart Women. Je ne peux pas encore en dire beaucoup plus parce que c'est dans les cartons, mais ça arrive. Et ça fait partie de cette proactivité que je veux qu'on ait. C'est-à-dire, on est un média d'info-éco, certes, mais accessible. Première chose, sortir un peu de l'économie très comptable, très chiffrée qu'on a pu voir, la prendre un peu plus par le prisme social et sociétal. Et puis, également, de l'amener vers quelque chose de contributif, pour reprendre un vocabulaire qui t'est familier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, nous, médias, être passifs et se contenter de décrire ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment et faire vaguement une projection sur ce qui se passera. Je pense qu'on a un rôle d'accompagnement des transformations pour les faire comprendre parce qu'elles sont multiples. La transformation écologique en est une, la transformation digitale, la transformation de nos modes de travail, on l'a beaucoup vu pendant la pandémie, tu vois. Et je pense que si on n'accompagne pas ces transformations-là, si on ne donne pas les clés de compréhension, si on ne montre pas les forces créatrices plutôt que les forces d'inertie, on manque un peu de notre mission, je pense. Et en tout cas, moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je conçois le média. C'est-à-dire, on s'est fait, nous aussi, bousculer énormément. Quand on a vu les brutes débarquer, les combini, autres. Aujourd'hui, les Instagrammeurs, comme Hugo Décrypte ou autres. Voilà, il faut que nous aussi, on bouge et qu'on arrive à montrer notre utilité. Parce que si on ne montre pas notre utilité, en fait, on va mourir. Oui, tout à l'heure tu parlais des jeunes justement. Alors tu sais, le 3e chapitre de Flamme, c'est d'avoir des raisons d'espérer. Et souvent quand on parle des médias, même de la presse, on dit pour les jeunes c'est foutu, il y en a de moins en moins. Mais j'ai vu que tu avais été marraine du CFPJ, d'une promotion il me semble. Promotion du CFPJ Com. Voilà, du CFPJ Com en 2017, si ma mémoire est bonne. Et donc voilà, tu as un rôle particulier en tant que marraine. Quelle raison tu peux leur donner d'espérer dans ce nouveau contexte médiatique ? Est-ce qu'il y a de la place ? Aujourd'hui, j'ai 22, j'ai 23 ans. Est-ce qu'il y a encore de la place dans la presse ? Ou est-ce que malheureusement, il faut que j'aille faire autre chose ? Oui, moi je crois qu'il y a encore de la place dans la presse, heureusement. Alors peut-être que c'est plus tout à fait la presse d'hier, peut-être que je pense que nos métiers sont en tout cas amenés énormément à évoluer et qu'on est peut-être qu'au début de la transformation de nos métiers dans les médias. Donc je ne sais pas à quoi ressembleront les médias de demain, si c'est ça la question, je ne ferai pas de projection. Mais je pense que oui, il y a énormément de médias digitaux, en tout cas qui naissent tous les jours. Bismart, on a réussi à lancer une chaîne en sortie de confinement, donc c'est bien la preuve qu'il y a des choses qui se passent dans l'écosystème médiatique. Donc ça, c'est assez important. Et puis, je pense que les raisons d'espérer, elles sont multiples aujourd'hui. C'est-à-dire que pour des jeunes qui voudraient s'intéresser à ce métier-là, et encore plus, je dirais, au journalisme économique, parce que là aussi, on a un peu de mal à attirer les talents dans ce secteur-là.
Aujourd'hui, beaucoup veulent aller faire du sport ou voilà, de l'entertainment. Ou, voilà. Donc, c'est pas tout à fait ce Alors, quels sont tes arguments de choc pour les attirer dans tes filets? Et c'est vrai que c'est pas simple, mais je pense qu'il faut leur montrer que l'économie, c'est partout. Je parlais d'éducation financière tout à l'heure et je disais à quel point ça avait été important pour moi. En fait, l'économie, ça commence là. Ça commence par la gestion de vos finances personnelles. Ça commence par j'achète un appart ou je loue un appart. Il y a plein de choses qui font partie de l'économie qu'on n'appréhende pas. C'est mon salaire, c'est comprendre quelles sont les charges qui pèsent, à quoi elles servent plus tard, et de fil en aiguille, remonter la chaîne de la valeur de l'entreprise et ensuite de la macroéconomie. Donc, je pense que c'est utile de s'intéresser à ça. Et j'espère convaincre une jeune génération de s'intéresser à ces sujets-là parce qu'ils sont fondamentaux et ils sont au cœur de toutes les transformations, y compris d'ailleurs de la transition écologique. La transition écologique, elle ne se fera pas sans transformation de l'économie et sans transformation des entreprises. Et elles l'ont déjà bien engagée, cette transformation. Donc je pense qu'il faut s'y intéresser. Ça permet de découvrir des gens formidables. Moi, quand je vois l'écosystème aujourd'hui, les entrepreneurs qu'on fait venir, parfois, je prends quand même une claque considérable. L'autre jour, j'ai reçu une jeune femme incroyable qui s'appelle Julia Catin, qui en fait fait des études de macroéconomie en Italie quand son père, qui dirige 3 ou 4 entreprises dans la maintenance industrielle, meurt. Et elle décide à 23 ans de reprendre l'entreprise. Elle redresse les 3 entités et elle le raconte avec une fraîcheur et une simplicité étonnante. Et ça, c'est quand on reçoit des gens comme ça, on se prend une claque et on se dit « Ouais, il y a des gens qui font des super trucs quand même dans ce pays. » Et ça, c'est motivant tous les jours. J'ai reçu Talel Hakimi, qui est le fondateur de LiveMed, qui en fait fait de la livraison de médicaments pour empêcher la rupture de soins quand on ne peut pas sortir de chez soi. Mais ça, personne n'y avait pensé avant. Et c'est quand même formidable. Donc il y a plein d'initiatives comme ça. Et moi, j'aime bien être cette espèce de caisse de résonance où en fait on peut montrer toutes ces initiatives positives, toutes ces énergies, toutes ces transformations, donner des clés de compréhension. Et en fait, ça nous fait grandir, en fait. Pas que moi, mais toute la rédaction, tous nos téléspectateurs. Et je pense que c'est un peu ça, ce que j'ai envie de transmettre, c'est une meilleure compréhension du monde dans lequel on vit, en fait. J'ai lu aussi que tu disais souvent « je m'étonne tous les jours ». Oui, je m'étonne tous les jours. L'étonnant. Alors, je ne sais pas si tu t'étonnes toi ou tu es étonné par les gens que tu rencontres. Mais je suis étonnée par les gens que je rencontre. Est-ce que tu dirais, pour clore ce chapitre consacré aux jeunes et au motif d'espérer, qu'on a toujours besoin d'être étonné ou que peut-être que cet étonnement est non seulement une marque de fabriquité propre, mais aussi peut-être quelque chose qui relève de l'école de Smart Télé, peut-être? Oui, je pense que c'est un truc en tout cas que j'ai en commun avec Stéphane. Une sorte d'émerveillement, oui, quoi. C'est ça. Bienveillant. Quand on continue à apprendre des choses, quand on continue à s'étonner, à s'émerveiller, finalement, c'est la raison d'être de notre métier. Si on fait du journalisme, c'est parce que quelque part, on est curieux, qu'on a envie d'apprendre sans arrêt des choses, de comprendre, d'aller chercher. Et le jour où on ne s'étonne plus, le jour où on n'apprend plus, je crois qu'il faut raccrocher. Et ça s'apprend, d'être étonné, d'être attentif, d'être émerveillé, amusé par le monde. Ou est-ce que quelle est la part de l'inné et de l'acquis? Je pense qu'il y a une grande part d'inné, bien sûr, mais après, il faut un peu se forcer aussi. Parce que moi, si on m'avait dit que je ferais de l'économie, j'avais un profil très littéraire, pas du tout les maths, les chiffres, tout ça, c'était très, très loin de moi. Jamais je me serais intéressée au concept économique. Et puis quand on m'a dit en fait, il y a une place à BFM Radio, mais il faudrait vous former à la bourse. J'ai fait bon, ok. Mais demain, on me confierait une émission de jardinage. Je pense que je m'y intéresserai tout autant. Je crois que Stéphane Soumier y pense. C'est le printemps. C'est le printemps. Ça. Je vais rentrer, il va m'attendre dans la rédaction. Mais oui, je pense qu'il faut savoir un peu se forcer et en fait aller chercher l'intérêt dans des sujets qui ne nous passionnent pas forcément de prime abord. Et après, quand on arrive, alors là, c'est le Graal, entre guillemets, quand on arrive à se passionner vraiment pour un sujet qui ne nous passionnait pas initialement, ce qui a été mon cas avec l'économie, là, on est super heureux dans son boulot, quoi. Nous arrivons au dernier chapitre que tu connais. Te voilà maintenant en position de transmettre. Ouais. Alors bon, tu as un long parcours encore devant toi,
mais je pense que, voilà, qu'est-ce que tu souhaites transmettre pour toutes celles et ceux qui te regardent et qui nous regardent, peut-être qui sont en train de se poser des questions. Là, on arrive à la fin de l'année, donc c'est la période des orientations, et donc où on fait des choix de parcours professionnel, et souvent quand on est jeune, on a l'impression que le choix qu'on va faire, c'est le choix de la vie, et tu montres bien que c'est pas tout à fait le cas, où on peut avoir une première expérience, ensuite bifurquer, ensuite être ouvert à d'autres opportunités. Bref, qu'est-ce que tu souhaites? Quelle est la flamme que tu as envie de transmettre? Je crois que la flamme que j'ai envie de transmettre, c'est que en fait, toutes les réussites sont possibles. Et que, effectivement, moi, j'ai pas fait d'école de journalisme, mais à force de travail, d'implication, de découverte, de saut d'une entreprise à une autre, finalement, j'ai réussi à trouver ma voie, qui est une voie très personnelle, très propre. Mais, et je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se décourager, il faut garder toujours espoir d'arriver à faire quelque chose. De faire confiance aussi aux gens qu'on rencontre, d'écouter les conseils aussi. Alors, il y en a parfois qui sont achetés, hein, évidemment, mais de pas, voilà, de partir du principe que les gens qui vous engagent, qui sont avec vous, sont là pour vous faire grandir et pas du tout pour vous rabaisser et que vous avez beaucoup à apprendre, parce qu'aujourd'hui, parfois, on a un peu le sentiment, je pense qu'il y a une espèce d'incompréhension des générations qui fait que parfois, on a le sentiment que la Gen Z qui arrive, elle croit déjà tout savoir et qu'elle n'est pas du tout en demande. Or, je crois que les choses sont un peu plus complexes que ça et qu'avec une bonne écoute, finalement, la Gen Z a énormément à nous apprendre et nous, on a aussi l'expérience, la maturité qui fait qu'on peut aussi leur apprendre des choses. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder, cet espoir de réconcilier les générations dans le travail, et je crois qu'on peut y arriver. Est-ce que tu dirais qu'il y a une exigence plus importante aujourd'hui que lorsque tu as commencé dans le métier, ou simplement le métier, comme tu l'as très bien dit, avec les nouveaux formats, les réseaux sociaux par exemple, ça m'intéresserait de t'entendre sur cette expression qui est qu'il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus que des gestionnaires de contenu. Comment tu vis avec ça et les médias qui deviennent des plateformes de contenu, comment tu manipules tout ça? Je crois qu'effectivement, tu touches un point sensible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, presque n'importe qui peut être créateur de contenu, c'est pas pour autant qu'il est journaliste. Alors, tu peux nous expliquer la différence? Il y a quand même une certaine éthique, il y a une certaine façon de procéder qui, en tout cas, relève du journalisme, et il y a ensuite la création de contenu qui peut être presque de l'entertainment parfois. Il faut faire attention parce que on est dans une époque où il y a beaucoup de fake news, de choses qui sont plus ou moins vérifiables ou invérifiables. Donc il faut faire très attention, c'est très facile de se laisser piéger parce qu'on peut manipuler les vidéos, parce qu'on peut faire énormément de choses aujourd'hui sur le digital. Et donc il faut quand même garder ce corporatisme à tout prix. Je ne suis pas pour, hein, mais en revanche, qu'il y ait un certain référencement des journalistes, en tout cas, me semble un peu nécessaire pour ne pas faire de mélange des genres. Parce que le contenu, c'est très bien, mais aujourd'hui, tout le monde peut faire du contenu. Les marques en font, les youtubeurs en font, les influenceurs en font. La frontière entre l'influenceur qui est rémunéré et celui qui ne l'est pas n'est pas toujours très claire, même si la RPP travaille énormément dessus. Je crois que, voilà, il faut quand même arriver à faire un peu le tri et c'est pas facile et j'ai pas la solution. Hein. Il faut arriver à faire le tri quand on est consommateur du digital pour savoir ce qui est un contenu journalistique vérifié et un peu certifié et un créateur de contenu avec les biais que ça peut avoir. Il faut aussi mais il y a aussi un travail à faire de notre part, nous médias, de bien clarifier nos positions. C'est-à-dire qu'un média qui est un peu politique doit l'afficher un peu quand même pour prévenir l'auditeur. Donc il y a, je pense, un équilibre à trouver qui n'est pas encore clair. Et je pense que comme les médias sont en pleine mutation, ça va prendre pas mal de temps avant qu'on puisse redéfinir bien les rôles de chacun. Alors justement, peut-être pour terminer, souvent quand on parle, parce que j'ai vu ton titre exact, et je crois que tu as été d'ailleurs promue récemment, directrice des rédactions, donc tu n'es pas simplement rédactrice en chef, si j'ai bien lu.
Eh bien, moi j'aimerais bien que tu nous fasses rentrer dans la rédaction de Bismart. C'est-à-dire que, parce que c'est toujours un peu mystérieux pour les uns et les autres de savoir qu'est-ce qui se passe dans une rédaction. Avec une petite sous-question, c'est quelle est la part du travail collectif? Parce que souvent on a une idée du journaliste Albert Londres qui travaille tout seul dans son coin et tout ça. Et, depuis Albert Londres, il s'est passé pas mal de choses, mais voilà, comment ça se passe? Alors, ma journée type, bon, déjà, je n'en ai pas deux qui se ressemblent, en fait, en vrai. Déjà, c'est sympa. Déjà, c'est sympa. Ouais. Il y a beaucoup de temps consacré, évidemment, aux réunions éditoriales. Tu parles de travail collectif. Donc, comme on a des verticales, des émissions très thématiques, l'impact, l'emploi, la bourse, le patrimoine, je fais des réunions éditoriales avec chacune des équipes. Donc le présentateur, le programmateur, on réfléchit ensemble sur les thématiques, on discute, on se challenge, on réfléchit ensemble aux invités, voilà, tout ça prend pas mal de temps. D'accord. Parce qu'effectivement, on parlait du sourcing compliqué tout à l'heure pour ne pas retomber toujours sur les mêmes personnes, aller chercher les bons experts, surtout quand on cible des thématiques qui sont très pointues et très exigeantes, il faut avoir les bonnes personnes pour en parler. Donc ça me prend pas mal de temps. Il y a aussi toute la relecture et conception des formats digitaux. Donc, effectivement, toutes les publications sur le web passent par moi à un moment ou à un autre. Tous les créations de contenus digitaux aussi. Donc là, on lance un format sur les finances personnelles. On a lancé toute une série sur des interviews d'entrepreneurs sur à la fois leurs réussites, leurs échecs. On va bientôt lancer un autre format sur les NFT. Enfin voilà. Donc on réfléchit beaucoup ensemble à la fois à la mise en scène, évidemment à l'éditorial, hein, bien sûr, avant toute chose, mais ensuite à la mise en scène, à la publication, au rythme de publication, au tournage. On va lancer bientôt un autre programme sur aller chercher des idées dans les poubelles des entreprises, des idées qui ne sont pas retenues, pour les offrir à la communauté qui pourra s'en saisir pour les entreprendre elle-même. Donc là aussi, c'est beaucoup de travail. Et puis, il y a ensuite toute la stratégie de développement de Bismart, sur laquelle je travaille aussi avec Valérie, Pierre et Stéphane. Et donc ça, c'est comment est-ce qu'on se réinvente en tant que média? Est-ce qu'on va sur les events? Est-ce qu'on est partenaire de telle ou telle chose? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous challenge? Et si on n'y va pas, pourquoi? Et voilà, donc c'est très très large. Et il reste de la place pour le reste, la famille, les loisirs, l'équitation. L'équitation. Alors l'équitation, je suis tombée récemment, donc là je vais faire une petite pause, mais ouais, j'essaye. Alors c'est pas facile, honnêtement, c'est pas facile, mais tu sais ça aussi bien que moi. Ce sont des métiers très prenants. Qui nécessitent de jamais vraiment beaucoup d'engagement, faire de pause. Voilà, surtout que même si on n'est pas en actualité immédiate, on suit quand même ce qui se passe et donc on ne peut jamais complètement décrocher. Mais oui, j'essaye de garder toujours du temps à minima pour ma famille, déjà, c'est la première priorité. Et puis après, yoga, équitation, j'essaye une fois par semaine. Bravo. Bravo. Un grand merci Aurélie d'avoir accepté notre invitation. Je salue le fait que tu aies accepté d'être interviewée. Parce que pour une intervieweuse, c'est formidable d'avoir accepté d'être passé de l'autre côté de la caméra. Je voudrais aussi te remercier puisque tu nous as régulièrement invités sur le plateau de Bismart. Et je dois dire qu'à chaque fois, c'est fait avec énormément de professionnalisme et de bienveillance, ce qui est assez rare. Et puis un grand bonjour à l'ami Stéphane, bien entendu. Et bravo pour Bismart. Nous recevrons dans quelques temps, et non pas une journaliste, mais quelqu'un qui nous charmera avec son violon, puisque c'est Anne Gravoin, la violoniste Anne Gravoin, qui nous parlera et partagera ces flammes qui, je n'en doute pas, seront musicales. Un grand merci Aurélie. Merci à toi.